Cette émission est conçue et réalisée par les membres de la communauté avec l'aide de Télé-Cogeco. Télé-Cogeco, partenaire de votre milieu. Cette émission vous est présentée en partenariat avec la Société d'histoire du Lac-Saint-Jean, qui se préoccupe de rendre accessibles les éléments de notre patrimoine qui ont façonné l'histoire de la région et la vie quotidienne de ses habitants, ainsi qu'avec la participation financière de la résidence funéraire Lac-Saint-Jean, propriété exclusive des gens du milieu, qui accompagne et soutient les familles endeuillées depuis plus de 3 décennies avec respect et compassion. Ici Mélissa Raté, bienvenue à nos bâtisseurs. Notre invité est bien connu dans le paysage almatois. En 1948, ses parents ont fait l'acquisition d'une petite épicerie du coin sur l'île Sainte-Anne. Vous connaissez probablement la suite, maintenant devenue la grande famille Métro-Dubé. Aujourd'hui, M. Raymond Dubé. Monsieur Dubé, bienvenue à nos bâtisseurs. Merci. Alors, vous êtes né en 1933 du côté de Dolbeau. Votre père travaillait dans les papeteries, finalement, ce qui a amené la famille à déménager à plusieurs endroits. Parlez-nous de cette époque-là. C'était dans le temps de la crise. La papeterie à Dolbeau avait fermé pour un bout de temps. Il y avait la papeterie de Bécomo qui se construisait. Alors, on est déménagé à Bécomo. Moi, j'avais 2 ans à l'époque. À 14 ans, on est revenu à Alma. Et mon père a travaillé à la papeterie Alma jusqu'au temps qu'il fasse une crise de cœur. Et ma mère a dit, bien, avec 10 enfants, on devrait acheter un petit commerce où je travaillerai avec le plus vieux Raymond. C'est comme ça que je suis devenu pied. Et là, l'épicerie a été achetée en 1948, donc une petite épicerie qui était située sur l'île Sainte-Anne. Par rapport à aujourd'hui, elle était située où précisément? Aujourd'hui, il y a un dépanneur à côté de la quincaillerie Charles Maltais. Oui. Mais nous, on était à la maison en arrière. Une petite maison. C'était pas grand, 20 par 22 pieds, là. Mais dans la mode du temps, il n'y avait pas encore les grandes surfaces, là. Le plus grand magasin de la région, même, c'était la paroissiale. Ils vendaient même de la lingerie au 2e étage. Dans le temps, les gens ne savaient pas d'auto, pas de téléphone. C'était le mode les gens s'allaient au plus proche dans les épiceries de quartier. La petite épicerie du coin qu'on appelait. À un moment donné, j'ai compté, parce que je faisais du recrutement pour l'Association des épiciers. Oui. Puis j'avais compté jusqu'à 60 petites épiceries allemandes. Puis aujourd'hui, ben, les grandes surfaces ont absorbé pas mal tout le volume de... Nous, d'une affaire à l'autre, on a réussi à grossir au travers de ces grandes surfaces-là quand même, graduellement, jusqu'à venir à notre position aujourd'hui, là. Quand votre père a travaillé à l'usine Price à Alma, quand vos parents ont acheté l'épicerie, bon, vous nous avez mentionné que vous avez travaillé avec votre mère. Est-ce que votre père a travaillé là aussi? Qu'est-ce qui s'est passé à cette époque-là? Non, bien, mon père avait fait une crise de cœur. Mm-hmm. Il ne devait plus retravailler, donc il était plutôt au repos. Je dis pas qu'il venait pas de temps en temps. Jeter un petit coup d'œil? Ouais, comment je dirais, aider un petit peu, là. Oui. Mais essentiellement, c'était avec ma mère. Ma mère s'occupait de la maison. Elle descendait plus tard dans la journée. Au début, c'est toujours moi qui ouvrais, là. Puis, vous ferez remarquer que j'avais 15 ans à ce moment-là. Vous étiez jeune, quand même? J'étais jeune, mais comme aujourd'hui, j'étais très sérieux. À 15 ans, est-ce que vous aviez en tête de rester à l'épicerie ou vous aviez peut-être l'intention de faire d'autres choses? Parce que je sais que vous êtes un passionné de musique. Vous avez tenté aussi de faire un peu de musique quelques années après. De très bonne heure, ma mère m'avait fait apprendre suivre des cours de piano.
Ah, fait que vous étiez déjà un bon musicien, donc des cours de piano. La musique était un passe-temps. OK. Mais je pensais qu'un jour, j'irais plus loin dans la musique. Vous pensiez faire carrière là-dedans? Lorsque j'ai travaillé avec ma mère, c'était la nécessité. C'est parce qu'il fallait survivre. Oui. Puis je pensais pas plus loin que ça. Je m'appliquais comme il faut, je connaissais mon devoir, puis je travaillais, je m'appliquais. Puis j'ai fini par aimer le travail, là. Parce qu'aller étudier à l'extérieur, c'était au Juvénat, puis les mères, dans le temps, ils espéraient toujours avoir un prêtre parmi les 6 garçons, là. Alors, à un moment donné, ils ont eu la nouvelle que j'avais pas la vocation. Alors, je m'appliquais à l'épicerie, puis lorsque je l'ai acheté de mes parents, j'ai décidé, comme le slogan aujourd'hui, profession épicier. Dès le départ, puis étant donné que j'étais devenu bilingue, j'avais la facilité d'aller aux États-Unis à prendre des cours par correspondance. Alors, toute ma vie, j'ai toujours été à la recherche des connaissances qu'il fallait pour progresser. C'est une chose dont je suis très fier. Tout à fait. Parlez-nous peut-être de l'évolution de l'épicerie. L'île Sainte-Anne, vous avez déménagé également sur la rue Bégin. La transition, comment ça s'est fait? En 1948, au début de semaine, les épiceries, c'était bien tranquille. Puis les épiciers, bien, il n'y avait pas de travail à faire, fait qu'ils envoyaient des commis prendre des commandes dans les maisons pour alléger pour la fin de semaine. Ce qui était vendu, était vendu. Puis de toute façon, on n'était jamais payé tout de suite. La mode dans le temps, c'était les comptes de... On prenait ça en note. Le crédit était très en haut. Ouais. En 1948, il y avait encore beaucoup de livraisons qui se faisaient avec des chevaux. La ville grattait les trottoirs avec un panneau tiré par un cheval. C'était ce genre. Les laitiers. Je me rappelle de M. Gérard qui livrait le pain avec son cheval rosé. Puis le cheval, tu connaissais les adresses, il n'y avait pas besoin de le commander. Il savait où arrêter. Le cheval avançait tout seul. Alors, il connaissait son chemin. L'évolution, elle s'est faite après la guerre assez rapidement. Oui. Parce que là, les gens sont revenus de la guerre, la production est revenue normale, puis les gens ont commencé à acheter des frigidaires. Fait qu'ils ont arrêté d'acheter de la glace. En cours de route, là, il y a beaucoup de choses. Et les mélanges à gâteaux ont sorti. Puis la femme qui achetait un mélange à gâteaux était pointée du doigt parce qu'il disait qu'elle était gaspilleuse. C'est vrai? À venir jusque-là, quelqu'un voulait du sucre. On prenait une pelle pour peser sur une balance. Tous les biscuits, toutes sortes de choses. Puis tout à coup, c'est arrivé emballé d'avance. Puis les gens étaient convaincus que ça devait coûter plus cher que le faire à la main. Parce que les salaires n'étaient pas élevés, là. Alors, ça a été une grande évolution. Le chauffage à l'huile est arrivé. Je me rappelle que dans le temps, il y avait une multitude de camions qui se promenaient dans la ville pour vendre du bois. Des cordes de bois, tout le monde chauffait avec du bois. À Chicoutimi est arrivé le magasin Steinberg, là, un supermarché. Puis là, ça a créé, là, il y a beaucoup de monde qui allait à Chicoutimi faire leur marché. Bien là, il y avait une certaine concurrence aussi qui commençait à s'installer, là. Comment on tire son épingle du jeu quand il y a d'autres chaînes comme ça qui arrivent? Et les chaînes de magasins, pour attirer la clientèle, il y avait certaines marchandises qui vendaient à perte. OK. Mais sur l'ensemble du volume, finalement, ça s'équilibrait. Alors nous, on n'avait pas deviné encore cette façon de faire. Moi, j'avais décidé d'annoncer des choses, mais je ne suis pas pour annoncer des affaires qui se vendent bien. Fait que je faisais le tour des tablettes, je dirais, ça, si on vendait ça, ça ferait du bien, ça débarrasserait. Mais ça n'attirait pas grand monde. Ben, vous l'avez essayé au moins. Ça a été une de mes expériences. À cause de l'influence des chaînes, qui, eux, ne faisaient pas de crédit et tout ça, là, il y avait une multitude de services dont les gens ne tenaient pas compte. On prenait les commandes au téléphone, tout ça. Fait que moi, dans mon cas, j'ai voulu m'aligner à abandonner
le crédit, arrêter les commandes au téléphone. Un des aspects, dans le temps, on faisait la livraison. Les gens se téléphonaient, puis on partait quasiment en course pour aller... Pour prendre la commande. Mais c'était lourd au point de vue de coût d'opération. Alors, on a commencé à faire une charge pour aller livrer quelque chose. Au début, on chargeait 15 cents pour aller livrer Mais des fois, il y a des personnes qui appelaient 3 fois par jour. Oh! Alors là, à 15 cents, ils ont appelé une fois. Ils concentraient leurs affaires. Au lieu d'avoir besoin de deux personnes pour livrer, avec une personne, ça suffisait. Fait graduellement, on a embarqué dans l'ère de la mentalité de supermarché pour essayer d'évoluer dans ce sens-là. Parlez-nous, parce qu'évidemment, quand vous êtes épicier, il y a des belles réalisations, il y en a d'autres qui sont peut-être un petit peu plus difficiles. Parlez-nous peut-être de l'incendie qui s'est passé du côté de votre épicier. On était en train de prendre l'inventaire avec les personnels le lundi de la fête du travail. On avait déjà commencé la construction d'une nouvelle belle grande bâtisse et quelqu'un criait au feu. Puis le feu avait commencé par dehors, mais on entendait les pompiers qui s'en venaient. Ça ne sera pas grave. Mais il ventait très fort, puis le feu s'est communiqué partout, en haut, en bas. Dans l'espace d'une demi-heure, 3/4 d'heure, on avait de l'eau jusqu'aux genoux, puis c'était assez décourageant. Puis on n'avait pas le choix de continuer parce que déjà, on s'était investi beaucoup dans un nouveau magasin. Fait qu'on s'est retroussé les manches, puis on a passé au travail. C'était une étape difficile. Oui, hein? Parce que quand on construit en neuf, nos finances sont toujours assez fragiles. Puis quand ça arrive une affaire de même, là, on passe un grand bout de temps. On ne sait jamais d'une journée à l'autre si on va réussir à continuer ou si on va faire faillite. Là. Fait qu'on ça travaille mal. Donc, vous avez quand même réussi à passer au travers. On connaît la suite, évidemment, Métro Dubé, qui est situé à 2 endroits maintenant. En terminant, je vous pose la question, qu'est-ce qui fait la popularité, justement, de votre épicerie tant d'années plus tard? On est quand même en 2012, là. Moi, je peux répondre, ma mère avait beaucoup d'entre-gens. J'ai appris ça d'elle. Elle pouvait être facilement amie avec n'importe qui. Moi, ça a été un petit peu ma façon de m'occuper de mes clients. Mes fils ont pris un relais. On dirait que c'est une affaire de famille, qu'ils avaient mis des règles d'or, la propreté. Ça, chez nous, c'est essentiel. Je pense que les gens s'apprécient beaucoup. Après ça, le respect de la publicité quand il y a quelque chose l'accueil. Ça, on met beaucoup d'emphase sur l'accueil aux personnes, autant les employés que les fournisseurs. On appelle ça un triangle, là. Fournisseur, employé, client. Je sais que mes fils, ils travaillent là-dessus. Ils insistent lorsqu'ils engagent des nouvelles personnes, que c'est comme ça que ça marche chez nous. Vous avez quand même eu une belle relève, vous n'êtes pas inquiet. Vous êtes fier de ce qui est devenu maintenant votre épicerie? Oui, hein? Oui, puis quand je suis parti, ils ont pris la relève, ils ont beaucoup augmenté le chiffre d'affaires. Je me disais que j'aurais dû partir avant, parce que peut-être que je nuisais. Monsieur Dubé, ça a été un plaisir de vous rencontrer pour l'émission Nos bâtisseurs. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci, madame. Télé Cogeco, un service exclusif aux clients de Cogeco. Télé Cogeco remercie la Société d'histoire du Lac-Saint-Jean qui a assuré la recherche de la série Nos bâtisseurs.
de même que la résidence funéraire Lac-Saint-Jean pour sa contribution financière.